13 h, la clôture des assises du sommet de l'Union africaine. Ce 28e sommet a vu des changements au niveau des instances dirigeantes et aussi une décision très attendue, la réintégration du Maroc après 33 années d'absence. Le président américain Donald Trump a nommé le juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême. L'homme de 49 ans s'est jusque-là illustré pour ses décisions contre l'avortement, contre l'euthanasie et le remboursement des contraceptifs. Première demi-finale de la CAN 2017, le Burkina Faso et l'Égypte s'affrontent ce soir à 19 h au stade de Libreville. Une rencontre qui promet d'être riche en émotions au vu de la qualité des joueurs des deux équipes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Nous sommes mercredi 1er février et c'est jour de conseil des ministres. La rencontre gouvernementale s'est ouverte à 10 h au palais présidentiel. Le point dans le journal de 20 h. Il a représenté le chef de l'État au 28e sommet de l'Union africaine. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est rentré hier d'Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet qui a notamment vu la réintégration du Maroc après 33 années d'absence. Au cours de son séjour éthiopien, le vice-président ivoirien a échangé avec des hommes du monde politique et économique. Il revient ici sur l'importance de ces rencontres pour la Côte d'Ivoire. Dans les rencontres, on a notamment vu M. Auré Sylvain, qui est le président de la Cour des droits de l'homme d'Afrique, à Addis Abeba, et qui était un Ivoirien d'ailleurs, et qui a indiqué qu'il souhaitait venir ici, en Côte d'Ivoire, pour organiser, avec le monde judiciaire ivoirien, une grande rencontre au niveau international, ici à Abidjan, au mois de novembre 2017. Nous avons aussi rencontré les responsables du MAEP, qui est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, rencontre qui nous a permis aussi là de nous entendre avec eux sur une rencontre qui pourrait avoir lieu ici à Abidjan aussi, probablement au mois de novembre, peut-être en marge des réunions concernant la rencontre Union européenne-Afrique, le sommet. Et enfin, nous avons rencontré Neven Imissa, qui est le commissaire européen en charge de la coopération internationale et de développement. Et il savait, chaque fois qu'on le voit à des réunions, nous faisons un peu le point de la coopération, à la fois au niveau du développement, financement et développement en Côte d'Ivoire, mais aussi les problèmes de migration, les problèmes de gouvernance. Et ce qui nous a frappé, c'est le fait qu'ils aient indiqué que la Côte d'Ivoire, je crois que le rare pays qui bénéficie des fonds de l'Union européenne. Nous avons parlé avec eux aussi des problèmes relatifs au sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. Il y a 27 pays européens en principe qui vont participer à cette rencontre et 55 puisque maintenant le Maroc est membre maintenant de l'Union africaine qui auront lieu donc ici au mois de novembre 2017. En ce qui concerne les discussions préalables au sommet, il y a eu les rencontres particulières du MAEP dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi et surtout la présentation du rapport fait par le président Kagame relatif à la restructuration de l'Union africaine. Il s'agit d'un dossier vraiment très important, à la fois au niveau de l'organisation, l'institution de l'Union africaine. Les gens souhaiteraient réellement rendre l'institution beaucoup plus efficace, moins lourde dans son fonctionnement, mais aussi assurer le financement de l'institution endogène. En 2014, il y avait un budget de 308 millions de dollars. En 2017, il y a un budget de 439 millions de dollars. C'est une augmentation très forte, mais quelquefois on ne sait pas à quoi ça sert suffisamment. Et les gens indiquaient aussi qu'il y a 1500 résolutions qui ont été prises par, disons que l'UA, mais quand on demande de faire un peu le point de ce qui a été appliqué sur le terrain, on n'avait pas donc de résultats. Donc les présidents avaient demandé à Kigali, en juillet 2016, que le président Kagame fasse ce rapport qui a donc été présenté et adopté et qui permettrait d'abord d'assurer un autofinancement par, disons que les États. 0,2% des importations seront consacrées au financement de l'Union africaine. Mais les estimations indiquent qu'on pourrait avoir à peu près entre 1 et 1,3 milliard de dollars. Cet argent dépasse donc le budget actuel. Mais il faut éviter qu'il y ait des surdépenses. Dans ces conditions, il y a des mécanismes à faire pour que l'argent soit conservé donc quelque part. Voilà, ce sont ces questions-là qui ont été discutées à ce niveau. Alors rapidement, en ce qui concerne la conférence elle-même, je pense que vous avez eu
les principales décisions. D'abord, le président Alpha Condé a été élu par ses pairs comme président de l'UA, en remplacement du président donc, du Tchad. Et en ce qui concerne le président de la commission, c'est le Tchad qui a vu son ministre, le ministre Mahamat Moussa Faki, qui a donc été élu comme président de la commission. Et le vice-président aussi est élu, c'est le Ghanéen qui a donc été élu, disons Thomas Kwasi Karté, qui a donc été élu comme vice-président. Mais l'un des dossiers les plus importants, c'était le dossier donc, du Maroc, qui voulait donc revenir donc, au niveau de l'Union africaine. C'était un membre fondateur de l'OUA, comme chacun sait. Et bon, ça fait l'objet de longues discussions. 39 interventions. Je pense qu'un certain nombre de pays ont bien soutenu cette, disons que demande du Maroc. Au final, le Maroc sera donc le 55e État membre de l'Union africaine. Les différents ministres ont travaillé fortement, à la fois officiellement et dans les couloirs, pour faire un peu les jonctions avec les ambassadeurs à Genève, à New York et bien sûr à Addis Abeba. Et vraiment, c'était d'excellentes réunions. Le vice-président ivoirien l'a dit, en plus de la réintégration du Maroc à l'Union africaine, ce 28e sommet a vu des changements au niveau des instances dirigeantes. Jérôme Kofi Abolin nous propose les temps forts de la cérémonie de clôture de cette grande rencontre africaine. À cette cérémonie de clôture des travaux de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, c'est le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, qui a assisté au nom de la Côte d'Ivoire. Cérémonie marquée entre autres par le discours du roi Mohamed VI pour se féliciter du retour du royaume à l'Union africaine après plusieurs années d'absence. Pour le souverain chérifien, le Maroc ne peut jamais avoir raison de la famille qu'est l'Afrique. Il est l'heure de rentrer à la maison, au moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. Comme le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui a pris la parole pour des remerciements, et sa prédécesseur Dlamini Zuma, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, après avoir prêté serment avec son vice-président et les commissaires, a salué ce retour du Maroc au sein de l'Union. Puis, promettant de placer son mandat sous le signe de l'action, il a demandé le concours de tous pour en assurer la réussite. Le président guinéen Alpha Condé, nouvellement élu président de la conférence, s'est aussi félicité non seulement de ses retours du Maroc à l'Union africaine, mais aussi de la réussite du sommet d'Addis Abeba. Avant de déclarer clos les travaux, il a indiqué que c'est le panafricanisme qui régnait dans toute sa splendeur. Ce sont donc des décisions importantes qui ont été prises lors de ce 28e sommet de l'Union africaine. La représentante de l'Union se prononce sur les attentes des pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Le programme du 28e sommet de l'UA qui s'est déroulé à Addis Abeba en Éthiopie les 30 et 31 janvier laisse augurer un vent de changement. La représentante spéciale de la présidente de l'UA en Côte d'Ivoire, après avoir suivi de très près ce sommet important pour le continent, n'a pas caché sa joie pour ce vent nouveau qui souffle sur l'Afrique. Les points qui nous ont donné satisfaction, d'abord, c'est qu'il y a eu élection. Toutes les questions qui étaient prévues à l'ordre du jour ont été abordées, examinées. Le retour du Maroc, il y a des nouveaux dirigeants à la tête de l'organisation et les impressions sont bonnes. Nous sommes très contents de ce sommet. Après un tel sommet, l'Union africaine fait face à un large éventail de défis. La représentante spéciale de la présidente de l'UE en Côte d'Ivoire pense qu'il est temps que ces nouveaux dirigeants se penchent sur les attentes des populations africaines, y compris celles de la Côte d'Ivoire. Leurs attentes portent sur le développement du continent. Vous savez que l'Afrique est un continent où règne la pauvreté. Il y a aussi la question de la paix et de la sécurité. Il y a énormément de problèmes d'éducation. La promotion de l'égalité des sexes sur le continent africain pose toujours des problèmes comme partout ailleurs. Pour relever tous ces défis, il faut des moyens. Les financements, justement, posent problème. C'est l'occasion de dire que la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui ont
augmenter leurs cotisations à l'Union africaine. La Côte d'Ivoire peut bénéficier à travers la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui est la vision de ce que sera le continent d'ici un siècle après la création de l'organisation. Les bureaux de l'Union africaine ont été ouverts en Côte d'Ivoire en 2003, une présence qui est également bénéfique au pays. Au terme de ce sommet, la représentante spéciale de la présidente de l'UE en Côte d'Ivoire veut encourager, voire sensibiliser les nouveaux dirigeants à œuvrer pour imprimer un nouvel élan en Afrique. Il s'agit de favoriser un partenariat gagnant-gagnant entre des organisations et des bailleurs de fonds intéressés par le continent africain. Le gouverneur du district d'Abidjan est sur le terrain. Robert Begré-Mambé visite les travaux de bitumage du district. Première étape, la commune d'Abobo. Elle bénéficie de 12 milliards de francs CFA sur l'enveloppe totale de 70 milliards. Ce sont des travaux qui ont été lancés par le chef de l'État, Grace Kando. PK18, Carrefour Diallo et quartier Agoueto dans la commune d'Abobo. Sur ces sites, des travaux pour l'amélioration de la voirie sont effectués. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des chantiers, le gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Mambé, effectue une visite de terrain. Nous avons constaté que les travaux ont démarré dans d'excellentes conditions et que les techniciens sont en nombre suffisant. Et nous avons ici au moins 4 intervenants. Il y a la commune d'Abobo avec ses techniciens et ses dirigeants. Il y a le Benet comme structure d'encadrement technique. Il y a l'entreprise PFO qui réalise les travaux sur le terrain. Et il y a surtout les laboratoires qui sont ici présents pour contrôler qu'à chaque phase de réalisation, les travaux finis respectent les normes. L'état des routes de PK18 et du quartier Agoueto cause d'énormes difficultés aux riverains. L'initiative pour la réfection des voiries est donc saluée. Je suis vraiment content pour les routes que le président est en train de faire pour nous. Pour avoir accès à l'école, c'était tout un problème. Et la seule grande asse qui est par le bas, là, une fois qu'elle est bouchée, on ne peut plus encore rentrer. Donc il y avait plein d'embouteillages. Bon, maintenant, avec cette nouvelle voie-là, il y a encore de nouvelles déviations. Donc ça serait bien pour le quartier. La commune d'Abobo bénéficie de 17,5 km de bitume. D'autres communes du district d'Abidjan auront aussi un nouveau visage en matière de voirie. Il y a la commune de Koumassi où nous avons près de 14 km aussi et pour plus de 8 milliards et demi de travaux. Et nous aurons à Yopougon des réparations de voies pour que la qualité des travaux qui avaient été réalisés à l'époque soit préservée et qu'on offre à la commune de Yopougon des conditions de circulation beaucoup plus agréables. La fin des travaux du Carrefour Diallo et du quartier Agoueto est prévue pour fin mars. Un autre chantier en cours dans la ville d'Abidjan, l'espace Canal au Bois de la commune de Treichville. Il fait partie des sites retenus pour abriter les 8e Jeux de la francophonie. Cet espace a désormais un nouveau visage. Il offre en plus des emplois aux jeunes de la commune et crée des petits métiers aux alentours. Issaïo. Il est 10h30 ce mardi quand notre équipe de reportage longe les environs de l'espace Canal au Bois, situé à Gbatanikro dans la commune de Treichville. Un quartier qui a vu naître des célèbres artistes zouglous, dont Petit Denis, Yodo et Siro, sur choc pour ne citer que cela. À la faveur donc des 8e Jeux de la francophonie, prévus au mois de juillet prochain, l'espace a changé de physionomie, à la grande satisfaction des populations. Ce lieu est un lieu impropre. La population n'avait pas vraiment une sécurité totale. Et aujourd'hui, nous voyons le développement de ce secteur qui nous permet aujourd'hui de dormir tranquille à la maison. On remercie le président de la République pour qu'il continue. Message bien reçu par le ministre auprès du président de la République en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Robert Begré-Mambé qui s'engage à faire de cet espace un lieu artistique dédié à la célébration de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Des équipes en moyenne de 30 personnes jouent, travaillent sans relâche, une opportunité d'emploi pour les riverains. Depuis on est ici, il n'y avait pas de travail.
Mais depuis que ce chantier a commencé, on est rentré ici. Chaque jour que Dieu fait, il y a travail. Ce chantier nous a permis vraiment de nourrir nos familles. Ça diminue au moins le chômage dans le quartier. Les restaurateurs et autres commerçants se frottent également les mains. Francophonie, c'est bon. Parce qu'avant, là, on vend au moins 2 sacs. Maintenant, ils vendent 4 sacs par jour. C'est bien parce que les gens vont venir s'amuser ici pour que nos enfants aussi, ils vont prendre les armes aussi. À 5 mois des Jeux de la francophonie, l'impact économique, social et sécuritaire de l'espace se fait déjà sentir, pourvu que les Ivoiriens en général et les populations de Gbatanikro puissent en faire un bon usage. Les nouveaux chefs d'état-major de l'armée de terre et d'état-major de l'armée de l'air ont pris officiellement fonction. Le général Kwame Ndri-Julien et le colonel-major Nguessan Kofi Alfred ont reçu les drapeaux de leurs unités respectives, et cela en présence du chef d'état-major général des armées, Sékou Touré. Le reportage est signé Abou Sanogo. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de l'armée de terre, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le général de brigade Kwame Ndri-Julien ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. C'est en ces mots que le général de division Touré Sékou a procédé au transfert de commandement à l'armée de terre entre le général de brigade Soumaoro Gaoussou et le général de brigade Kwame Ndri-Julien. Ce dernier s'est vu confier le drapeau de l'armée dont il assurera la garde tout au long de sa période de commandement. À cette occasion, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Kwame Ndri-Julien, a tenu à remercier particulièrement la hiérarchie militaire pour la confiance placée en lui. Il a tenu à affirmer son engagement à emboîter le pas à ses devanciers. Même son de cloche à l'état-major de l'armée de l'air, où le colonel-major Nguessan Kofi Alfred a pris le commandement, remplaçant le général de brigade aérienne, Jean-Jacques René Ognien, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 31 décembre 2016, il a rappelé les missions qui lui sont assignées, à savoir participer à la sécurité et à la défense nationale. Un défilé à pied des troupes a mis fin aux 2 cérémonies. Pour rappel, la prise de commandement consacre l'effectivité de la prise de service du chef militaire. La symbolique de la garde du drapeau et l'engagement de ce chef à porter et maintenir haut le flambeau comme l'ont fait ses devanciers et perpétueront ses successeurs. Dans la filière EVA, la mise en place de l'interprofession se précise. Le collectif de l'Organisation professionnelle agricole des producteurs de la filière est une plateforme pour la création d'un collège de planteurs d'EVA. Et cela dans la perspective de la mise en place imminente de l'interprofession, une directive du chef de l'État, Lansine Bakayoko. Dans le cadre de la réforme de la filière EVA, le gouvernement a demandé la mise en place de 3 collèges afin de créer l'interprofession. Les collèges des usiniers et des producteurs de matériel végétal sont prêts. Seul celui des producteurs manque à l'appel. Ce collectif des organisations professionnelles agricoles des producteurs de la filière EVA envisage de rattraper son retard. Nous voulons être ensemble pour préparer cette mise en place des collèges planteurs d'EVA, voire l'interprofession agricole et palmier à huile. Au-delà des difficultés organisationnelles auxquelles font face les planteurs, le caoutchouc est confronté à une irrégularité du marché, ce qui pénalise les planteurs. Le président Michel Koblavi-Dibi entend donc contribuer à rendre robuste la filière en termes de gouvernance. Il s'agit au final de créer les conditions pour une meilleure révalorisation du latex. Avec l'autorité de régulation, regardez comment structurer les coûts d'achat de l'EVA en Côte d'Ivoire. C'est aussi de voir comment avec l'État, nous pouvons mettre en place une autorité de régulation efficiente et qui répond à tous les besoins des parties prenantes dans cette filière agricole. La filière ivoirienne de l'EVA, selon les chiffres de 2015, pèse 380 000 tonnes de caoutchouc sec produit par plus de 140 000 planteurs. À ce jour, le kilogramme de latex se négocie à 416 francs CFA bord champ.
Ouagayo, dans l'ouest du pays, a reçu des dons de l'ex-international français de basketball, Richard Dakouri. Il a voulu participer au développement de cette localité, d'où ses parents sont originaires. Thérèse Yoboué. Les populations de Ouagayo, localité située dans la région de Gagnoa, sont à l'honneur. Après les nombreux dons de la première dame, elles viennent de recevoir plusieurs autres dons. C'est l'un de leurs fils, Richard Dakouri Tablé, ex-international français de basketball, qui a décidé de participer au développement de Ouagayo, localité d'origine de ses parents. Il a fait don d'un lot d'équipements de sport. Je voudrais me rapprocher un petit peu plus de mon petit frère, le maire d'Ouagayo, et essayer de l'écouter et partager avec lui ses projets, savoir comment je peux m'inscrire dans ces projets de développement, ces projets qui sont dirigés vers la jeunesse, en utilisant le sport comme vecteur d'épanouissement et de développement. Les autorités municipales ont saisi cette occasion pour rendre un hommage à l'homme qui, à travers ses initiatives, participe au développement de la commune. Sa présence contribue avec les autorités sportives locales à relever, disons, le niveau d'engouement pour le basket localement, et qu'il nous aide aussi ça contribue à augmenter l'attractivité de notre commune. Parce que notre commune se veut une commune ouverte vers l'extérieur. Capitaine de l'équipe de France de basketball à la fin des années 80, Richard Dakouri Tablé demeure à ce jour le sportif français le mieux titré au plan local et international. Il compte à son actif 18 ans de carrière de sportif de haut niveau. Il tombait littéralement en ruine. Les centres de santé de 2 villages de la sous-préfecture de Grand Bérébi viennent d'être rééquipés par une société agro-industrielle basée dans la région. Ces équipements auront coûté 5 millions de francs CFA par village. Sita Soro. Voici le visage que présentait la pharmacie des centres de santé des villages de Eke et Ouéoulo, deux localités situées dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Tout ceci n'est qu'un mauvais souvenir, car ces centres de santé viennent de recevoir la somme de 10 millions de francs CFA. Un don d'une société agro-industrielle et de ses partenaires européens regroupés au sein de l'amicale Bike for Africa. Ce qui va aider ces populations pour le rééquipement et la réhabilitation de ces hôpitaux tombés en ruine. Environ 600 millions de francs CFA qui ont été dépensés jusqu'à présent depuis que cette association existe. Et aujourd'hui, c'est un don de 10 millions supplémentaires accordés grâce à des bailleurs de fonds dans le cadre, ici en tout cas, d'un rallye cycliste à vocation humanitaire. Ce geste de l'amicale Bike for Africa vient soulager les populations de ces deux villages qui, en plus de ne pas avoir de centre de santé adéquat, sont enclavés. Une situation obligeant les femmes à accoucher à domicile. Pour arriver au centre, franchement, on peut dire que l'accessibilité n'est pas facile. Il y a des cas, il y a des ponts et autres, de l'eau qui traverse. Donc, ça fait que les femmes ne viennent pas accoucher à l'hôpital par rapport à la route. Donc, nous recevons beaucoup les accouchements à domicile. Eke et Ouéoulo font partie des 13 villages déplacés par l'État dans le cadre de la création des plantations agro-industrielles d'EVA dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Dans le domaine des médias, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire annonce la création d'une mutuelle de santé au profit des professionnels des médias privés. Cela grâce à une synergie d'action du GEPSI, de l'UNJCI et du Fonds de soutien de la presse et de développement de la presse. À Mississauga. Agents des entreprises des médias privés, photographes, freelance, détenteurs d'une carte professionnelle de presse auront très bientôt leur mutuelle. La mutuelle sociale des professionnels des médias privés de Côte d'Ivoire. C'est le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui donne l'information. Cette mutuelle va avoir pour objet à titre principal la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences. À ce titre, elle va donc assurer en faveur de ses membres et de leurs ayants droit déclarés une couverture partielle ou totale du risque maladie. Les prestations à prendre en charge au niveau du produit de couverture maladie et décès de la mutuelle sont les consultations généralistes et spécialistes, la pharmacie, l'hospitalisation, les examens médicaux et paramédicaux, l'optique ou la lunetterie, les soins dentaires et les prothèses dentaires, la maternité,
la kinésithérapie et la rééducation, le transport en ambulance. Les organes de gestion de la mutuelle sociale des professionnels des médias privés seront constitués au cours d'une assemblée générale du 11 au 12 février à Grand-Bassam. L'éventualité de la mise sur pied de cette mutuelle réjouit déjà les professionnels du secteur. La majorité des entreprises de presse n'ont pas d'assurance, n'ont pas de couverture sociale, n'ont pas de couverture maladie. Donc une assurance comme ça vient aider vraiment les journalistes. Les journalistes ivoiriens ont été malheureusement habitués à des décès en cascade dus à des médicaments impayés, des factures. Si nous avons une couverture sociale, nous sommes à l'abri de beaucoup de surprises désagréables. La mutuelle sociale des professionnels des médias privés de Côte d'Ivoire entre en fonction dès janvier 2018. Les cotisations s'élèvent à 20 000 francs CFA par mois et un effectif minimum de 400 adhérents attendus. Restons dans le monde des médias avec un communiqué de presse. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste informe les journalistes correspondants de la presse internationale en Côte d'Ivoire que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2017 a débuté le 31 janvier 2017 et va prendre fin le vendredi 31 mars 2017. Les journalistes concernés sont invités à retirer la liste des pièces à fournir à la sous-direction des affaires extérieures 6 au plateau, cité administrative Tour C, 21e étage, porte numéro 28. Parlons maintenant religion. L'église du christianisme céleste du diocèse de Daloa initie un culte d'action de grâce pour le dialogue social. L'Union des églises révélées d'Afrique a signé à cette occasion une déclaration pour la promotion de la paix. Honorine Nigori. Après le climat de troubles dû aux revendications au sein de certaines classes socio-professionnelles, qui aujourd'hui connaît un dénouement, plusieurs organisations et certains membres de la société civile, désireux de promouvoir un climat de paix sociale, sont montés au créneau. Ils ont interpellé les différents acteurs à privilégier le dialogue et la concertation. Du fond de nos temples et églises, nous n'avons cessé de faire monter nos prières et supplications vers l'Éternel Dieu et de toute miséricorde pour un apaisement des cœurs. C'est donc avec une immense joie que nous saluons le retour au calme grâce à l'oreille attentive et à l'esprit d'écoute du gouvernement qui, par cet acte, montre qu'il est réellement au service du peuple et à la richesse effective du bien-être des populations. Nous, leaders représentants de l'Église, membres de l'Union des Églises révélées d'Afrique UERA, réitérons notre appel à l'apaisement, au calme et à la confiance totale des uns envers les autres pour construire la nation ivoirienne. Pour faire intervenir le Saint-Esprit, afin que les enfants de la Côte d'Ivoire s'asseyent pour accorder leur voix, un culte a été organisé par l'Église du christianisme céleste, diocèse de Daloa. Nouvelle révélation dans l'affaire Pénélope Fillon. Nous sommes en France. Selon le Canard enchaîné, l'épouse de François Fillon a perçu pas 600 000 euros, mais plus de 900 000 euros au total, soit plus de 500 millions de francs CFA, comme assistante parlementaire de son mari, puis de son suppléant. Et les enfants du couple auraient été rémunérés 84 000 euros, plus de 55 millions de francs CFA, comme assistant parlementaire de François Fillon. Le président américain Donald Trump a nommé le juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême, une nomination extrêmement importante dans la vie politique des États-Unis, puisque ces juges sont nommés à vie. Ils ont pour mission d'interpréter la Constitution américaine et d'accompagner les évolutions de la société. Le juge Neil s'est illustré dans ses décisions contre l'avortement, l'euthanasie et contre les dispositions de la loi sur la santé permettant le remboursement des contraceptifs. En sport football, première demi-finale de la CAN 2017, le Burkina Faso et l'Égypte s'affrontent ce soir à 19 h au stade de Libreville. Une rencontre qui promet d'être riche en émotions au vu de la qualité des joueurs des deux équipes. Odalegbe. Sorti premier de la poule A devant le Cameroun et le Gabon, le Burkina Faso souhaite reproduire sa performance de 2013 en Afrique du Sud. En effet, le Burkina Faso a atteint la finale avant de s'incliner devant le Nigeria, 1-0.
Mais cette fois à Libreville, c'est la sélection égyptienne qui sera face à lui. Ces deux équipes se connaissent bien. En 1998 au Burkina Faso et en 2000 au Nigeria, les Pharaons ont pris le dessus sur les étalons avec respectivement des scores de 2-0 et 4-2. Pour cette compétition, le Burkina Faso possède l'une des meilleures attaques avec 6 buts et des joueurs à surveiller comme Préjus Nakoulma et Bertrand Traoré. Avec une défense inviolée côté égyptien dans la compétition, les Pharaons sont l'une des formations les plus expérimentées du continent. Mohamed Salah, Mahmoud Karaba sont des joueurs à suivre. Pour faire sauter le verrou égyptien, septuple champion d'Afrique, il va falloir de la dynamite au Burkina Faso. Rendez-vous donc ce soir à 19 h pour cette première demi-finale sur RTI 1. Merci de votre attention. La rédaction vous souhaite à tous un bel après-midi et un excellent mois de février.